Eh bien, nous reprenons. Bonjour à toutes et à toutes, à ceux qui nous ont rejoints plus tôt ce matin ou au moment de cette nouvelle session. Je suis ravi d'accueillir Anne-Sophie Lapointe du ministère des Bonjour. Solidarités et de la Santé, qui est chef de projet mission maladies rares à la sous-direction, à la direction générale de l'offre de soins. Et Anne Paoletti, Bonjour. qui est chef du secteur biologie santé à la direction scientifique biologie santé du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Merci à toutes les deux d'être là pour nous permettre d'aborder le thème de la session 2. Quelle perspective pour le plan national maladies rares 3? Un grand merci Daniel. Donc déjà, je remercie les organisateurs et je suis ravie d'intervenir avec mon homologue Anne Paoletti parce que le plan maladies rares est un plan de santé publique qui est porté par la recherche et la santé. Et donc je trouve que c'est très bien qu'on soit. Alors c'est pas vraiment un dialogue qu'on va faire, on va se répondre après la présentation de chacune, mais on a vraiment, je pense que c'est emblématique qu'on soit justement toutes les deux sur ce plateau ensemble. Donc, pourquoi des plans nationaux de maladies rares? Je crois que c'est essentiel d'avoir des stratégies. On voit bien qu'il faut, au départ, une décision nationale politique. On a eu, je dirais, les mouvements associatifs qui ont beaucoup aidé, œuvré à ce qu'il y ait des plans maladies rares. Et donc, le premier plan maladies rares a permis d'avoir un maillage avec des centres de référence. Et je crois que c'est important de revenir à la source de ces centres. Et puis, on avait aussi la chance d'avoir, avec l'impulsion de Ségolène Aimé au milieu des années 90, la chance d'avoir Orphanet aussi. Et donc, c'était important pour la France de s'appuyer aussi sur ce qui existait pour les maladies rares et d'avoir cette initiative de l'INSERM avec la DGS pour porter Orphanet et pour vraiment s'appuyer sur ce portail essentiel et qui est vraiment international. Donc on a une volonté politique au départ, mais je suis là pour aujourd'hui parler des perspectives. On est aux 3/4 du plan. Il faut quand même avoir en tête un historique. On a eu une réflexion pour savoir pourquoi un troisième plan. Donc je dirais que le premier plan, c'était la question de l'orientation. Comment orienter le malade vers un centre maladies rares expert, où le trouver. Le deuxième plan maladies rares, c'était la coordination avec les filières de santé maladies rares. Donc, les filières de santé maladies rares. Et le troisième point, plan maladies rares, l'enjeu va porter, il me semble, sur les datas, sur le partage des données, sur le travail en réseau. Et je dirais que tout ça fait de notre maison maladies rares. Donc il y avait besoin de cette coordination, il y avait besoin encore de défis spécifiques à apporter. Et donc c'est pour ça qu'il fallait un troisième plan maladies rares pour porter aussi des actions avec des appels à projets pour des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, pour de l'éducation thérapeutique du patient. Et tout ça demande des moyens. Et donc ce troisième plan maladies rares apportait ce qu'il n'y avait pas eu dans les deux autres plans, des financements pour des appels à projets dédiés sur des sujets très, très concrets dans le parcours de soins du malade. Donc ça, c'était important. Toute l'information sur la communication, les journées d'information. Et puis, je crois qu'on a aussi une gouvernance importante avec des liens entre les filières de santé maladies rares, les associations qui sont très impliquées dans ces filières de santé maladies rares, avec une dynamique sur les territoires. Et puis, il ne faut pas oublier l'innovation thérapeutique. Et ça, Anne en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, avec des nouvelles stratégies. Et pour revenir aux patients, l'importance d'avoir une recherche participative. On voit toute la plus-value d'avoir des associations, des malades inclus dans les réflexions sur les registres, sur la construction, etc. Donc voilà un peu déjà l'historique, pourquoi un troisième plan et comment on a un peu posé la base des troisièmes plans et on s'était beaucoup appuyé sur l'évaluation du deuxième plan maladies rares avec une évaluation très structurée qu'on avait pu avoir. Donc voilà l'historique. Je ne vais pas rentrer dans le détail,
mais nous avons 55 actions du plan maladie rare. La mission maladie rare est transversale et sur ces slides que vous aurez, bien sûr, ce sont les 11 actions du plan, avec à chaque fois en haut des pilotes. Donc c'est soit le côté ministère de la Santé, soit ça va être le ministère de la Recherche pour les axes 5, axes 6. On a chacun, je dirais, notre pilote dont on est responsable. Donc c'est aussi un plan qu'on porte tous ensemble avec des responsabilités pour faire avancer nos actions. Donc c'est un travail entre direction d'administration centrale, entre ministères aussi, et à l'intérieur de groupes de travail où nous avons toutes les parties prenantes. Donc les axes de travail, mais je ne vais pas tous les énumérer, mais ça correspond à nos 55 actions du plan. Donc on voit bien qu'on passe du soin à la recherche avec tout un continuum. Et dans les maladies rares, on sait bien que ce qu'on va apprendre de la recherche servira pour le soin et inversement. Donc c'est essentiel d'être tout le temps coordonné. Et je crois que le maître mot des perspectives qu'on va pouvoir avoir, c'est la coordination. C'est quelque chose qui me semble essentiel. Alors on n'est pas sans ressources. On a vraiment, je dirais, depuis 20 ans, un soutien politique très important. On l'a eu même avec notre ministre Simone Veil dans les années 90. Il y a eu une impulsion dès ces moments-là. Et je dirais qu'on a vraiment œuvré également à la politique sur le médicament orphelin. On a eu vraiment un historique dont il ne faut pas rougir. Et puis, on s'appuie sur des hommes et des femmes qui sont les médecins impliqués dans les services cliniques, qui sont très souvent des médecins qui sont à la fois du côté du soin et de la recherche. Je crois que c'est une particularité des maladies rares. On a également nos réseaux européens de référence, avec un tiers des réseaux qui sont structurés et coordonnés par la France. Et puis, pour soutenir tout ce travail et pour donner la légitimité, le sens, la direction, on a 220 associations de personnes malades qui sont nos aiguillons pour pouvoir aller dans le bon sens et surtout être utiles, parce que notre évaluation devrait se faire sur qu'est-ce que ça a apporté à la personne malade, qu'est-ce que ça a apporté pour les aidants. C'est ça la réussite d'un plan. Donc simplement la réalité de vivre avec une maladie rare. On connaît la vulnérabilité au jour le jour d'avoir une quête de diagnostic, un retard de diagnostic, des ruptures de parcours. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup travailler donc, dans les perspectives du PNMR3. Clairement, le champ des parcours de vie et des points de rupture sont des champs importants. Ça va être l'annonce de diagnostic, ça fait le passage enfant-adulte. Il y a également le vieillissement, parfois un vieillissement prématuré, la fin de vie, les soins palliatifs. Donc on voit bien que il y a des points de rupture qu'il faut pouvoir anticiper et accompagner. La place de la famille, on voit bien que c'est toute la famille qui est ébranlée, donc la famille au sens large, je vais mettre aussi les amis. Il y a ce point aussi qui est accompagné et qu'il ne faut pas oublier. Et puis le rôle des associations dans la maladie rare qui sont extrêmement actives pour refaire du lien et être un peu ce que j'appelle des tuteurs de résilience. Donc j'ai simplement voulu ensuite, je n'ai pas voulu décliner le plan en axe 1, telle action, nous avons financé ça, axe 2, etc. Simplement, on a travaillé sur 3 sujets qui pour nous semblaient essentiels par rapport au plan dans son analyse. Donc le premier point, c'est rendre les parcours du diagnostic plus lisibles pour les personnes malades et leurs aidants. Donc on va avoir tout un champ en fait qui va être en amont du diagnostic et puis en aval du diagnostic. Et pour cela, le plan a financé des actions essentielles en lien avec, pour l'amont du diagnostic, le plan France Médecine Génomique. Ensuite, pour l'harmonisation des parcours, je dirais, de diagnostic, on a financé plus de 300 protocoles nationaux de diagnostic et de soins avec 2 appels à projets. Il y a toute la mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc ce champ est essentiel dans l'amont de ce diagnostic, dans l'accompagnement. Et puis on a également toute la question de la formation des professionnels qui est essentielle pour pouvoir diagnostiquer mieux, plus vite et pouvoir justement aider concrètement les familles et le malade, et les aidants. Et puis je dirais que dans le plan, on a l'aval du diagnostic.
on va avoir des actions qui sont portées par le ministère de la Recherche, notamment les actions autour de l'innovation, des thérapies. Parce que tant qu'on n'a pas un diagnostic, c'est compliqué de faire un traitement. Donc on a un axe aval du diagnostic essentiel pour pouvoir trouver des thérapeutiques. Donc on a vraiment une importance pour pouvoir diagnostiquer, informer sur la maladie rare aussi, anticiper également des situations à risque. Et donc on a accompagné, je dirais, tout ce parcours du retour. Et je crois que Anne pourra bien développer cette partie-là. Donc ce sera intéressant vraiment de voir tout ce qui est porté par l'innovation. Le deuxième point va être pour soutenir les parcours, je dirais, le parcours en proximité. Je crois que dans les perspectives du PNMR3, la territorialité est un enjeu majeur. Aller là où habite, là où est la personne. C'est aussi une question d'équité territoriale, pouvoir donner le meilleur service au plus près de là où sont les gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans une grande ville, mais s'ils sont isolés, qu'ils puissent avoir aussi accès aux meilleurs spécialistes. On voit le développement de la télémédecine. Et pour ça, on a mis en place, avec le 3e plan, des 19 plateformes d'expertise maladies rares pour pouvoir avoir cette granularité plus fine. On a également, par nos appels à projets, notamment de l'éducation thérapeutique du patient, soutenu des centres de compétences maladies rares en disant qu'ils pouvaient également candidater à nos appels à projets. Donc ça, je crois que c'était absolument essentiel. On a aussi un travail fin avec les ARS. Je remercie l'ARS Grand Est qui est vraiment extrêmement dynamique pour pouvoir porter avec le centre de référence maladies rares neuromusculaires de Strasbourg et Filnemus un projet sur le dépistage néonatal de la SMA. Et ça, je dirais que c'est un vrai sujet passionnant. On a besoin de données, donc on a besoin de pilotes et c'est sur les territoires. Donc ça aussi, c'est en proximité, c'est essentiel d'avoir ce lien-là. Et puis, ce que nous a appris les 2 appels à projets d'éducation thérapeutique du patient que l'on a financés, plus de 200 programmes. On en a plus de 50% de ces programmes qui sont en IETP. Et en fait, les centres de référence, pendant le premier confinement, qui avaient déjà des programmes d'éducation thérapeutique du patient avec de la IETP, ont pu suivre pendant le confinement leurs patients et ont pu accompagner leurs patients malgré le confinement. Donc on voit qu'en plus, pendant des situations dramatiques comme on a pu voir, c'est un atout pour garder un lien avec les malades. Et puis le 3e, ça c'est simplement un point pour vous dire en quoi les plateformes d'expertise vont pouvoir aider. On avait fait une évaluation. C'est à la fois du lien au niveau des territoires pour les acteurs maladies rares. C'est un appui aussi pour nos centres et dont les centres de compétences, parce qu'il y a tout un lien sur le recensement, du recrutement, une aide aussi administrative, et puis un soutien aux activités des maladies rares. Et je ne vais pas le décrire, mais également l'éducation thérapeutique participe pour anticiper les ruptures de parcours de vie. Et là, c'est un exemple de programmes d'éducation thérapeutique du patient qui ont été financés et qui sont justement sur la transition enfant-adulte et qui portent sur des maladies dans des champs complètement différents. Donc, je vous laisserai les découvrir. Donc, le dernier point est sur la personne malade et les aidants. Je crois que la 3e perspective du plan, ça va être comment impliquer et faire que cette personne malade, atteinte de maladies rares, puisse être actrice de son parcours de soins, de vie et de recherche et fasse ses choix. Donc je crois que c'est tout le sujet de la société inclusive. Donc on porte ça dans l'axe 8 du plan avec la DGCS. C'est les questions de scolarisation, d'accessibilité au travail, maladies rares et handicap rares. On travaille étroitement avec les équipes relais handicap rares. C'est toute l'articulation avec le médico-social et la santé. Et puis une équité aussi vis-à-vis de la société en général pour les personnes atteintes de maladies rares, pour pouvoir accéder au même parcours ou pour avoir les moyens pour pouvoir y accéder. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la qualité de vie. Je crois que c'est essentiel. Je dirais que je l'ai mis, c'est toutes les actions du PNMR3 qui devraient prendre en compte cette idée de la qualité de vie pour la personne malade et des aidants. Donc c'est important d'avoir cette vision holistique, c'est-à-dire que la visite dans les centres de référence est 1 fois par an, 2 fois par an, mais comment on accompagne tous les autres jours. Donc ça, c'est important. Il faut être capable de nommer la maladie,
permettre la reconnaissance par l'entourage, par la société, changer les regards sur la maladie rare. On parle beaucoup dans des maladies notamment dermatologiques rares du fardeau de la maladie. Ça, c'est quelque chose qui impacte énormément, énormément. Et pourtant, on peut avoir une maladie qui n'est pas mortelle, mais qui a un tel fardeau que la vie est un enfer. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, je dirais que dans cette perspective du 3e plan maladie rare, il faut aussi s'asseoir, pas s'asseoir, mais s'appuyer sur les patients experts, parce qu'on a vu leur rôle dans la recherche, pour trouver des bons points pour la recherche, pour faire aussi des patientreporter.com, des retours des patients sur ce qu'ils vivent au jour le jour, dans l'évaluation des traitements, mais aussi dans l'évaluation du parcours de soins, du parcours de vie. On voit que la HAS a fait un référentiel, et c'était Anne Chevrier qui était là avant à la mission maladie rare, qui a beaucoup travaillé sur un référentiel autour du patient dans son parcours de soins. Et puis on a toute la gouvernance des filières où les associations sont présentes, et également toute une formation, je dirais, pour pouvoir délivrer par les personnes, les patients experts. Donc voilà le rôle important des associations. C'était important de le souligner. Je pense que dans les perspectives du PNMR3, c'est un rôle essentiel à renforcer. Et simplement, pour une idée, je n'ai pas voulu rentrer dans les financements parce qu'en détaillant les financements, c'est simplement pour avoir une idée sur un an. Le plan maladie rare après la revalorisation des Ségur est un plan qui est à près de 158 millions d'euros par an. On a un soutien énorme au centre de référence. C'est notre première MIG, les premières MIG qui sont là-dessus. Ensuite, les soutiens aux filières de santé maladie rare. Et ensuite, vous avez les soutiens aux actions du plan chaque année à un peu plus de 15 millions d'euros pour pouvoir vraiment avoir des appels à projets, des jurys et pouvoir donner les moyens de notre action. Et simplement, je dirais, pour une réflexion sur le PNMR3, et quand on aura à l'analyser, je pense que pour la création d'un plan, on doit avoir des indicateurs centrés sur le malade et qui soient aussi des indicateurs basés sur des enjeux de l'éthique, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'équité, mais aussi des indicateurs, on parle beaucoup des objectifs du développement durable. Et là aussi, je pense qu'on a vraiment beaucoup de sujets qui rejoignent ces objectifs de l'ONU du développement durable. Donc voilà mes perspectives pour le PNMR3 du côté du soin. Merci. Merci Anne-Sophie. Merci d'avoir si bien développé tous les aspects humains, le rôle du patient expert. Merci d'avoir montré que le champ était extrêmement riche et divers. Et je vais maintenant passer la parole à Anne Paoletti, tout en mentionnant que vous avez effectivement, avec raison, bien mis en lumière les plateformes d'expertise maladie rare, qui seront, je crois, une des innovations phares du PNMR3, de même que les centres de référence et de compétences avaient été des innovations phares des précédents plans. Donc Anne, je vous passe le pointeur. Oui, donc bonjour à tous. Je suis ravie de prendre la suite d'Anne-Sophie Lapointe qui a introduit donc, le plan maladie rare numéro 3 et qui a insisté sur l'importance de la recherche dans ce plan déjà. Donc je vais vous parler pour ma part du soutien à la recherche et à l'innovation et des outils qui ont été déployés, qui sont des outils nouveaux en fait, pour mettre en place ce soutien. Alors pourquoi le soutien à la recherche est important ? Bien sûr, puisque il faut absolument accroître les connaissances sur les maladies rares, sur leur histoire naturelle, sur leur physiopathologie, pour tenter de lever d'une part les impasses diagnostiques et puis par la suite pouvoir proposer des traitements qui sont encore bien trop nombreux pour soigner les patients qui souffrent de maladies rares. Et donc, pour faire face à ces enjeux et mettre en œuvre les mesures du plan maladie rare, comme je vous le disais à l'instant, plusieurs outils ont pu être déployés en soutien à la recherche. Et puis, on a de belles perspectives qui se dessinent, qui concernent l'innovation et que je voudrais également vous présenter ce matin. Alors, le premier outil qu'on a déployé, c'est un programme prioritaire de recherche, PPR, sur les maladies rares, qui a bénéficié du soutien du plan d'investissement d'avenir numéro 3. Que je vais vous montrer en prenant la télécommande dans le bon sens. Voilà.
Donc ça permet de répondre en fait à deux questions qui ont été mises en œuvre dans le plan maladies rares, deux actions qui ont été mises en œuvre dans le plan maladies rares concernant les impasses diagnostiques d'une part et concernant la constitution de bases de données d'autre part. Donc c'est un programme qui est coordonné par l'INSERM la première action sur les impasses diagnostiques a permis, grâce à un jury international, de sélectionner des projets dont l'objectif est d'accélérer la recherche et l'innovation sur les maladies rares en s'appuyant sur la mise en place de bases de données de qualité, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est les fameuses lettres FAIR qui sont si importantes, en particulier dans le domaine des maladies rares, puisque les patients sont peu nombreux, sont dispersés en France mais aussi en Europe. Et donc, c'est un élément essentiel pour accumuler les connaissances sur les maladies rares et pouvoir avancer en termes de diagnostic. Sur la deuxième action, qui est l'action impasse diagnostique, l'objectif était de réaliser des projets qui permettent de développer de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies pour réduire ces impasses grâce à des regroupements entre des chercheurs et des cliniciens. Et donc ces deux actions ont bénéficié au total d'un montant de 20 millions d'euros. C'est en cours évidemment la recherche prend un certain temps et on espère que dans les années à venir, on aura des résultats très intéressants qui permettront de faire progresser ces deux éléments. Pour la recherche, le niveau comme français, évidemment, le soutien au niveau français est très important, mais comme je l'ai dit, l'échelle européenne est aussi extrêmement importante. Et c'est pour ça que la France est très fortement engagée dans un autre outil, qui est un outil européen qui s'appelle European Joint Programme sur les maladies rares, qui a été lancé en 2019 et qui, là encore, a été coordonné, mais là, à l'échelle européenne, par la France, au travers de l'INSERM. Donc, c'est également un programme qui est très important. Ça faisait partie des actions listées dans le PNRR 3, bien entendu. Ça a permis déjà la mise en place de 3 appels transnationaux sur différentes thématiques. La première était une thématique vraiment qui permet d'augmenter les connaissances sur les maladies rares. Donc ça touchait le diagnostic, mais aussi la physiopathologie des maladies rares. La seconde était consacrée plus à la recherche translationnelle sur les maladies rares. Et cette année, l'appel à projet transnational a été consacré aux sciences humaines et sociales. On attend encore les résultats, et peut-être y a-t-il dans l'auditoire des équipes qui attendent impatiemment de savoir si leur projet est sélectionné. Mais il me semble que c'est une approche qui est extrêmement complémentaire aux approches biomédicales et qu'il est important de développer également. Donc, c'était présenté sur ces diapositives. Nous avons également de nombreuses autres actions qui sont développées par le JP Maladies Rares. Je n'ai pas le temps de les lister toutes, mais je voulais mentionner que certaines sont plus spécifiquement orientées vers l'innovation, notamment une action qui s'appelle le Rare Disease Challenge, qui sont des projets de recherche partenariale avec des industriels et qui me semble être une approche aussi importante à avoir. Créer ce lien entre la recherche académique et la recherche réalisée par les industriels est extrêmement important pour aboutir in fine à des médicaments qui sont proposés aux patients. Il y a un autre appel à projet qui est appel à projet innovation. Bon, je ne liste pas tout, mais cet EJP, pour nous, c'est déjà un succès. Il vient d'y avoir une évaluation au niveau de la Commission européenne et les retours sont extrêmement positifs grâce à l'implication très importante de l'INSERM en particulier dans ce programme, en lien, bien sûr, avec de très nombreux partenaires, une centaine de partenaires au niveau européen. Et puis, on a des perspectives pour la suite, et ça, c'est intéressant, puisque la perspective, c'est
de lancer un partenariat sur les maladies rares à la suite quand le JP sera terminé. On va organiser dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne une conférence qui doit vous être présentée ici, une conférence de recherche internationale qui impliquera aussi des partenaires industriels et qui permettra de mettre en avant ce partenariat européen qui doit être lancé par la suite. Je voudrais terminer en fait mes propos par parler plus précisément des soutiens à l'innovation qui se dessinent et au travers de plusieurs actions nouvelles qui n'étaient pas complètement anticipées quand on a écrit le plan maladies rares, mais qui sont vraiment des opportunités et c'est pour ça que je les présente ce matin. Alors il y a une première action. Donc tout ceci contribue à répondre à cette demande ou cette action, accompagner l'accès au marché de l'innovation pour les maladies rares qui était bien inscrite dans le plan maladies rares. Une première action que je voudrais citer, c'est l'ouverture d'un portail national des études en santé, qui a un acronyme FRESH, qui est lancé par l'Institut de recherche en santé publique. Ce n'est pas dédié aux maladies rares, mais ça va bénéficier aux maladies rares. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Quels sont les objectifs de ce portail? C'est vraiment de recenser l'ensemble d'études de recherche en santé conduites en France, qu'elles soient des essais cliniques. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau international. Il y a Clinical Research .gov qui existe déjà. Mais là, on voudrait aussi aller au-delà et lister aussi les recherches observationnelles, assurer une interopérabilité avec des registres européens ou internationaux qui existent, qui sont de même nature, et par cela améliorer la visibilité des recherches conduites en France et faciliter la réutilisation des données. Donc on est toujours dans cette logique de partage des données, réutilisation des données qui est si importante pour les maladies rares. Donc cette mise en place de ce portail s'inscrit en fait dans la stratégie d'accélération santé numérique qui a été annoncée par le président fin juin, et doit obtenir un soutien du plan d'investissement d'avenir numéro 4. Et donc ça s'inscrit complètement dans la logique de science ouverte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc ça permettra de répondre à un des objectifs du PNMR3 qui est d'actualiser l'inventaire des essais cliniques en cours ou finalisés et même d'aller au-delà avec la recherche observationnelle. Alors comment on fait pour que ça soit vraiment utile pour les maladies rares? Eh bien en fait il faut adapter un peu le système et il y a déjà des réunions qui ont été organisées en particulier avec Orphanet, qui a un rôle très important dans ce domaine. Et il est envisagé notamment d'insérer un item sur les maladies rares pour pouvoir vraiment flaguer les études qui sont du domaine des maladies rares et aider à les identifier. Donc ça, c'est un premier outil. Le deuxième chose qui a été annoncée lors des annonces du président de la République, c'est la création d'une agence d'innovation en santé qui pourrait jouer un rôle de guichet unique en termes d'information et d'orientation des porteurs d'innovation. Tous les arbitrages ne sont pas faits et donc on attend de voir plus précisément ce que fera cette agence d'innovation en santé. Et il faudra, quand les choses se mettront en place, là encore, penser à une spécialisation pour les maladies rares. Mais pour nous, c'est vraiment le moyen de remplir un des objectifs du PNMR3 qui était d'établir cette cartographie des dispositifs de soutien à l'innovation et d'aller plus loin que la cartographie, aider les acteurs de la recherche maladies rares à bien utiliser tous les outils qui sont à leur disposition en ayant toutes les informations adéquates. Et puis, là, et je vais terminer par cet élément, il y a une perspective en termes d'innovation thérapeutique très intéressante qui s'ouvre, également grâce à la stratégie d'accélération biothérapie et bioproduction
de thérapies innovantes annoncées lors de la présentation de la stratégie Innovation 2030, toujours ces annonces du président de la République le 29 juin 2021. Cette stratégie va comporter 3 parties. Une partie plus amont sous forme d'un programme et équipement prioritaire de recherche pour développer tout ce qui est recherche technologique en bioproduction et nouvelles biothérapies, qui bénéficiera d'un financement de 80 millions d'euros. Il y a un niveau intermédiaire qui est le montage de démonstrateurs préindustriels. En fait, ça, c'est une action qui a déjà été lancée il y a quelques temps avec le grand défi biomédicaments, qui bénéficie de 30 millions d'euros de financement sur 3 ans. Et puis, en aval de ça, il y a ce qu'on appelle l'Alliance France Bioproduction, qui est un projet qui est en train de se monter en lien avec le CSF Industrie et Technologie pour la santé. Et donc qui va correspondre à une nouvelle structure de pilotage dont l'objectif sera de faire de la France un leader européen de la bioproduction à l'horizon 2030. Et évidemment, un des champs d'application de cette stratégie, ce sont les maladies rares, que c'est tout à fait bien identifié. Il y a un réel besoin en la matière et donc ça permettra de répondre à un des objectifs du PNMR3 qui était de formuler des propositions pour favoriser le développement et la soutenabilité financière des centres de bioproduction. Donc je crois que là, on a une réponse très forte qui va pouvoir être apportée au travers de ces canaux. Et concrètement, ça a déjà commencé puisque il y a un lancement d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé dès le mois d'avril dernier et les premiers projets seront sélectionnés, seront en cours de sélection. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que la communauté maladies rares s'empare de ces nouveaux outils, puisque d'autres, ça va être suivi d'autres appels à manifestation d'intérêt qui seront à disposition des équipes de recherche et des industriels travaillant sur les maladies rares pour développer les traitements sur les maladies rares. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour conclure en disant que le PNMR3 a permis un investissement important, je pense, dans la recherche sur les maladies rares, qu'il y a ces nouvelles pistes qui s'ouvrent en termes d'investissement sur les biothérapies et la bioproduction, et que nous espérons vraiment que ça va permettre d'accélérer les choses, de favoriser le diagnostic, de mettre au point des nouveaux traitements, et que de cette manière, on pourra vraiment produire la part française des objectifs du consortium international IRDIRC, qui sont vraiment ces objectifs de améliorer le diagnostic, accélérer le diagnostic et produire de nouveaux traitements pour les patients. Je vous remercie. Merci, merci Anne, merci à toutes les deux. Alors, vous avez effectivement bien mis en évidence toute la dimension recherche du PNMR3. Et j'ajoute que vous avez souligné la partie public-privé avec les Rare Disease Challenge et Challenge Maladies Rares. Et bon, puisque nous avons l'honneur de coordonner cette action à la Fondation Maladies Rares, nous avons pu constater l'enthousiasme des chercheurs et des industriels à travailler ensemble et à monter des réseaux et des projets conjoints. Donc, si l'exemple peut être un exemple européen, peut-être un exemple pour la France, je crois que ce challenge européen maladies rares pourrait éventuellement permettre des ouvertures aussi sur des partenariats public-privé renforcés au niveau national. Je voudrais juste, il y a une petite question. Le FRESH ne sera-t-il pas redondant face au EU Clinical Trial Register ? Donc, est-ce que vous pouvez d'abord rappeler à notre auditoire ce qu'est le FRESH, vous l'avez mentionné, et par rapport au registre des essais cliniques européens ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, non, ça ne sera pas redondant dans la mesure où... Vous pouvez peut-être rappeler ce que le FRESH... Oui, le portail FRESH, donc c'est ce nouveau portail qui inclura effectivement les essais cliniques, mais qui inclura également toutes les études en recherche observationnelle qui ne sont pas inclus dans clinicaltrial.gouv.
Donc c'est pas redondant, mais bien sûr l'idée n'est pas pour la partie essai clinique, l'idée n'est pas de dupliquer, mais d'être en lien avec les niveaux européens voire internationaux, de manière à compléter et apporter l'information du niveau français de la manière la plus complète possible. Je crois qu'il y a encore des efforts à faire pour compléter en fait les informations que l'on donne. Mais c'est un périmètre plus large. Alors, on a une question que nous ne sommes pas censés aborder à cette session, qui était plutôt la session précédente. Y a-t-il un projet d'amorce d'une négociation de prix des médicaments orphelins et remboursement au niveau européen? Anne-Sophie, si vous voulez intervenir là-dessus, ou sinon, ça sera abordé dans la suite des rencontres. Moi, il y a une seule chose, je dirais, sur laquelle je peux partager, c'est qu'on a vu qu'au niveau européen, il y a maintenant un board où nous avons la France très bien représentée sur un bureau HTA, donc une coordination. Donc je crois que là aussi, en fait, la question du prix, et si la réflexion se fait au niveau européen, ça passera forcément avec un travail entre les agences de santé et entre les HTA. Et on a la chance d'avoir quelqu'un, enfin la directrice, voilà, très présente, Madame Le Gudulec, qui est présente à ce niveau-là. Donc je crois que pour nous, donc, pour la France, c'est très positif. C'est en cours. Alors, nous sommes très en retard, mais je ne résiste pas à une petite question. Quid du PNMR 4 ? Ah, alors je vous avouerai que moi je suis encore dans la dynamique aux 3/4 du PNMR 3, ce n'est pas encore terminé. Oui. On va poser des bases pour la suite. Je pense que les enjeux, j'ai essayé de les décrire avec la territorialité, etc. Je pense qu'on doit tous s'emparer du sujet et que c'est un sujet qui normalement doit me être remonté aussi du côté associatif, du côté de la concertation qu'on a aussi avec nos collègues du ministère de la Recherche et la stratégie pour la suite. Qu'est-ce que l'on va apporter? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des actions qu'on a mises en place avec le PNMR 3 qui ne vont pas s'arrêter maintenant. Et donc, on a besoin d'accompagner ces actions, notamment tout le travail autour de l'errance et impasse diagnostique et cette base de données, je dirais, des Sandiag que l'on est en train de mettre en place avec la Banque nationale des données maladies rares. Et ça, c'est un enjeu très important. Donc il y aura une continuité. Alors, c'est certainement pas moi toute seule qui pourrait Nous l'espérons. me prononcer, mais je pense que voilà, il Nous faut l'espérons évidemment tous. accompagner les mesures qu'on a mises en place lors du PNMR 3. Merci beaucoup. Merci à vous Merci deux. Daniel. Et